France Maghreb 2. La liberté résonne de nouveau dans votre radio France Maghreb 2 LGF, votre émission phare de la semaine de 16h à 18h. On est là évidemment tous les jours de 16h à 18h, y compris en cette période de vacances. On a l'impression que la France vit au ralenti, où les gens sont partis en vacances. Même Macron fait du ski, rendez-vous compte. Bonjour Nadir Kaya. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Macron fait du ski et sans casque apparemment. Ah ouais, c'est une tête brûlée alors. Ah ouais, il est chaud Macron. Bon, bienvenue à vous, bienvenue Nadir. Merci. De quoi allons-nous parler avec toi tout à l'heure dans le cadre de ton avis tranché? Alors l'avis tranché, ça sera, je l'ai intitulé, nous sommes bien intégrés, pour rappeler que le mot intégré et l'intégration, ce sont des mots à abolir aujourd'hui, notamment par rapport aux citoyens issus des quartiers populaires et notamment de l'immigration. Ouais. Le coup de cœur. Le coup de cœur, je vais juste rappeler un événement qui s'est passé samedi dernier avec différentes associations qui s'appelait L-Day. Donc je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. C'était une après-midi, une journée au profit de femmes qui sont à la rue et qu'on a accueilli très simplement pour du bien-être, de la détente, des soins personnalisés, des coupes de cheveux, voilà, tout un ensemble de prestations qu'on a mis à disposition. Et l'association Banlieue Plus que tu présides a organisé une maraude pour Noël qui s'est visiblement très bien passée. Ouais, c'est la 4e année de suite qu'on fait une maraude spéciale Noël avec beaucoup de bénévoles. On a refusé malheureusement beaucoup de personnes qui souhaitaient y participer. Donc c'est tellement bien passé que les gens avaient oublié d'aller marauder. Ils sont restés à manger, à rigoler, et puis on les a quand même forcés à aller marauder. Hein. Ah oui, quand même. Pour aller voir, quand même. C'était le but. Hein. Bah oui. Attends. En tout cas, bravo pour cette belle initiative et tous ces gens qui se mobilisent durant ces fêtes justement pour accompagner ceux qu'on a tendance un peu trop à oublier pendant que certains festoyonnent ou font du ski. Font du ski, voilà. Et d'autres sont dans la rue évidemment et leur quotidien c'est ça, le froid. La soif et la faim. Merci d'être avec nous sur France Maghreb de Le Grand Forum LGF. C'est parti jusque 18h. Voici le programme pour aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, un député israélien a lancé des injures à des familles palestiniennes alors qu'elles montaient dans un bus pour rendre visite à leurs proches emprisonnés. Suite à l'affaire de la supérette, on est en France. Halal, Goupris, d'autres commerçants du côté de Colombes musulmans accusent la mairie de nuire au développement de leur activité. Direction Grenoble, où les habitations vides de la ville ne vont plus le rester très longtemps. La municipalité de Grenoble donc a mis en place un système novateur. Des sans-abri signent une convention pour s'installer dans ces maisons vouées à la démolition et ça marche. La question LGF, lors d'une conférence avec Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron a assuré qu'il reconnaîtrait l'État palestinien au moment opportun. Macron sera-t-il le président de la reconnaissance de la Palestine selon vous? Vous répondez sur Twitter, LGF officiel, ainsi que sur Facebook, France Maghreb 2. Et pour terminer tout à l'heure, Libertad au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h avec aujourd'hui Nadir Kaya de l'association Banlieue Plus qui est avec nous et qui a maraudé avec tous ces bénévoles dimanche pour les fêtes de Noël et pour venir donner à manger aux plus démunis. Voilà. Non, j'ai même pas pu marauder parce qu'il y avait tellement d'inscriptions que j'ai laissé ma place. Par contre, j'ai fait le ménage et j'ai rangé. Ça, c'est utile en termes de logistique. C'est clair, ouais. Hein. Et ça se passe du côté de Blanc-Ménil, je crois, pour la préparation. Tout à fait, au Blanc-Ménil, avec l'association Lumière et Couleurs aussi, avec qui on travaille sur le Blanc-Ménil pour. D'ailleurs, la ville de Blanc-Ménil qui vient d'être épinglée, pour des abonnements au PSG d'une valeur de 144 000 euros. Ouais, j'ai entendu, il y avait d'autres affaires, mais bon, j'ai pas encore tous les éléments. C'est pas mal, hein. Bon, monsieur le maire, apparemment, c'est un fan du PSG. Hein, j'imagine, ouais. On c'est imagine. des abonnements, j'imagine, ouais. Bon. Alors des élus, peut-être pas le maire, je sais pas si c'est le maire en l'occurrence, mais peut-être des élus. Peut-être, effectivement. Alors, d'abord vos appels au 01 40 33 9000 pour prendre part avec nous à la discussion, différents sujets que nous allons aborder. Ils sont multiples et variés aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Par rapport à la question du jour d'abord, retour sur la conférence de presse qu'a tenue Emmanuel Macron à l'Élysée, je crois que c'était jeudi dernier, oui c'est ça, où il recevait Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et lors de cette conférence de presse, il a dit, Macron, je cite, « Je reconnaîtrai l'État de Palestine au moment opportun ». Du coup, la question qui en découle, Macron sera-t-il le président de la reconnaissance de la Palestine, selon vous? Alors, quand on le disait tout à l'heure, des résultats contrastés. Sur Twitter, vous êtes en majorité à dire oui,
avec 56%, alors que sur Facebook, vous êtes que 33% à penser que oui, Emmanuel Macron sera le président de la reconnaissance de la Palestine. Alors Nadir, 39, on est passé à 39 sur 39. Facebook. 42, allez, ça change. On a 42, 58 sur Facebook. 42, donc ça remonte, très bien. Tout à fait, ça se rééquilibre. Vos avis évidemment nous intéressent sur le sujet. Qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000. Nadir, est-ce que Emmanuel Macron sera lui le président de la reconnaissance de la Palestine, selon toi? Moi sur le sondage j'ai mis oui dans l'espoir qu'il le fasse, qu'il reconnaisse enfin la Palestine, ce serait tout à son honneur. Après maintenant, est-ce qu'il va être en capacité de le faire réellement, c'est-à-dire de ne pas dépendre des avis des uns et des autres et notamment de certains lobbies? Ça j'en suis moins sûr, mais bon, comme il nous a habitués à entre guillemets faire ce qu'il disait, donc j'espère qu'il va faire ce qu'il dit, notamment pour la Palestine et reconnaître la Palestine, même si je pense que c'est pas ça qui va réellement changer le fond du problème avec la Palestine, mais bon, j'aspire à ce qu'ils disent oui pour les Palestiniens, pour leur donner du souffle et aussi de l'espoir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Eh bien, vous nous donnez votre avis au 01 40 33 9000. Fondez des espoirs. On est en période de fin d'année, la nouvelle année qui approche. On peut formuler des vœux et eh bien ce dernier peut en faire partie. Le vœu que Emmanuel Macron reconnaisse l'État de Palestine. Alors il l'a dit au moment opportun. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin au moment peut-être choisi. On verra où il le fera d'abord. Est-ce qu'il le fera ici ou peut-être lors de sa visite en Israël, puisqu'il y a une visite de prévue aussi dans les territoires occupés en 2018. Beaucoup de voyages pour Emmanuel Macron pour l'année 2018. L'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, l'Iran, le Liban et donc Israël, les territoires occupés prévus donc au cours de cette année 2018. Évidemment, il y en aura d'autres. Mais ce sont quelques-uns des grands voyages attendus, bien sûr, qui vont avoir peut-être un éclairage particulier et surtout un regard particulier ici auprès de nos auditeurs. Voilà, peut-être que pour le Maroc ce sera prévu, mais plus tard. Pour l'instant, il n'y a rien à l'agenda politique concernant le Maroc. En tout cas, notre président lui fait du ski, mon cher Nadir, il s'éclate. Il est retourné dans la station apparemment de son enfance et ça ne passe pas inaperçu. Et c'est vrai que je me dis finalement, ça doit être quand même dur d'être président parce que tu peux pas faire ce que tu veux, tu passes pas inaperçu. À chaque fois, ça doit être la galère quand même pour se faire remarquer à chaque fois. On a même été dire dans la presse, rendez-vous compte, ils n'ont vraiment rien à se mettre sous la dent en ce moment, que Emmanuel Macron skiait sans casque. Quelle catastrophe! Ça dépend après si c'est skier ou faire de la luge. J'ai pas vu. Ski. Ah d'accord, je pensais que c'était. Ah ouais d'accord, ok. Bon, ok. Je connaissais les bronzés font du ski, mais Macron fait du ski, je connaissais pas. Donc bon, il nous habitue à pas mal de choses. Après, je sais pas si le fait de skier va aider à redresser la France. Donc je pense que c'est un peu de com et surtout par rapport aux vacances pour dire aux Français qu'il est lui aussi présent lors de certaines vacances pour les Français. Mais bon, oui. Si ça peut l'aider à relever la France, pourquoi pas. Allez, un petit tour du côté du standard au 01 40 33 9000 où nous attend Karim. Bonsoir Karim. Bonjour. Oui, bon, tu peux dire bonsoir Christophe, à 16h on peut dire bonsoir. Ok, à l'heure du thé quoi. La nuit est tombée. Bonjour à ton invité aussi. Bonjour. Donc pour répondre à ta question Christophe rapidement, Macron a dit qu'il reconnaîtrait l'État de Palestine au moment opportun. Oui, au moment opportun. Les mots Alors ont moi leur j'ai compris importance. ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la France elle va pas changer de position, c'est-à-dire qu'elle ne prendra jamais une initiative, une mesure qui détonne, qui se démarque, c'est-à-dire qu'elle attendra, comme d'habitude, que l'Allemagne le fasse, que l'Angleterre le fasse, que les papes, puis après elle viendra, elle dira moi aussi. Mais monsieur Macron, c'est pas ça, faire de la politique. Parce que bon, c'est sûr qu'il a peur de se faire taper dessus sur les doigts par le CRIF, par toute cette minorité agissante. Et je veux dire, mais le problème, monsieur Macron, c'est ayez le courage de Trump. Faites comme lui. Lui, il s'est assis sur le droit international. Moi, je vous demande pas de s'asseoir sur le droit international. Je vous demande de l'appliquer. Appuyez-vous, sur les résolutions de l'ONU. Puisque vous dites que c'est le moment opportun, le moment opportun, c'est justement d'attirer à soi les lois internationales. Vous savez très bien avec Israël, il n'y a pas de droit international. Le droit international s'arrête en Israël. Le droit international il est valable pour l'Iran, pour le Soudan, pour la Syrie, pour l'Irak, pour tout ce que vous voulez. Et vas-y, je te balafre la gueule à coup de droit international, je t'interdis ça, je t'écrase comme ça, je te mets des bombes au nom du droit international. Alors, mais Israël, elle n'a pas de droit international. C'est un État à part. Et il le revendique. Trump, il a qu'à faire preuve de courage, Trump. Parce que ça veut rien dire au moment opportun. Au moment opportun, ça peut être dans 50 ans.
Donc c'est une phrase pour lui. bidon, et je comprends pas, moi, que des gens comme le directeur de la station, etc., puissent se contenter de ce genre de réponse en disant « Bon, Macron a répondu ». Mais il n'a rien répondu du tout. C'est ça que les gens n'arrivent pas à analyser. Macron ne fera rien tant que l'Europe ne fera rien. Il ne voudra jamais être un pays indépendant sur ce plan-là. Il restera toujours dans le concert des nations, c'est-à-dire « Ah, Israël, c'est pas bien ce que vous faites. Ah, vous, pauvres Palestiniens, on comprend, mais ça n'ira jamais bien loin. Et l'État de Palestine, de toute façon, il ne verra jamais le jour. » Ça, il faut que les gens le sachent une bonne fois pour toutes. Macron, il n'est pas là pour faire de la politique de la politique nouvelle. Il est là dans la continuité. Bon, il va aller chercher du pognon parce que c'est d'abord un banquier. Et moi, sur le plan, par contre, autant je critique sur le plan politique, mais je trouve que sur le plan économique, c'est un gars bien. Je trouve qu'il avance bien, il fait des bonnes réformes. Là-dessus, il faut le soutenir. Mais il faut s'attendre à rien du tout de ce côté-là. Voilà. Bon, alors donc, j'ai compris que Karim, il a voté non, mais un grand non, hein. Pour le coup. Comment ça, voter non, pour qui? Pour la question, Karim. Ouais. Non, moi je sais très... Mais en France, aucun homme politique ne pourra faire quelque chose. Ils sont trop dépendants des lobbies. C'est impossible. Le mec qui fait ça, il est démissionné le lendemain. C'est pas possible. Bon, merci Karim pour ton avis, en tout cas, partagé ou pas d'ailleurs par d'autres auditeurs, à vous de nous le faire savoir, 01 40 33 9000 pour prendre la parole et pour réagir et nous donner un petit peu votre sentiment sur cette question, sur le sujet. Moi, je suis un peu plus de l'avis de Nadir, je pense qu'il est capable, à un moment opportun, ça veut dire aussi, peut-être à un moment où on s'y attend le moins, à un moment où il va surprendre tout le monde avec cette annonce. Non, puis moi je rappellerai l'historique de sa venue aujourd'hui. Il a été élu président sans aucun parti. Bon, il avait quand même des soutiens, des gens qui étaient derrière lui. Il est quand même devenu président sans aucun parti, sans l'appareil politique. Et puis aujourd'hui, quand on voit l'état de la politique française, notamment des différents partis qui n'existent pratiquement plus, que ce soit le Parti socialiste, ça, il les a tous cassés un par un. Donc il a fait bouger les choses peut-être involontairement, mais il avait quand même cette volonté de dire qu'il voulait changer avec l'ancien monde. Donc il l'ait fait volontairement ou pas, le résultat est là. Il y a eu un changement. Après, de savoir si maintenant il va avoir le courage politique d'aller au-delà de ce que personne n'a osé faire aujourd'hui, c'est une autre affaire. Économiquement, beaucoup de gens disent qu'il faut attendre 18 mois, voire 24 mois pour voir un peu l'effet de ces annonces. Sa politique, ouais. Mais maintenant, d'un point de vue politique international, je pense qu'il est capable de nous surprendre. Moi, je suis pas un pro-Macron, mais je pense que vu le caractère de Macron et sa capacité à être parfois différent, je dis bien parfois différent des autres hommes politiques, je pense qu'il est en capacité de surprendre beaucoup d'entre nous. Méziane, est-ce que le président Macron sera le président de la reconnaissance de la Palestine, selon toi? Non, pas du tout. Moi, je crois que c'est un mec très intelligent, la langue de bois, et demain on va raser gratis, et puis ça continue, quoi. Ouais. Malheureusement, moi, je commence à être fatigué, vu cette histoire de Palestine. Tous les intellectuels politiques qui ont un peu de sympathie pour pas de la sympathie, mais de la notion du droit par rapport au peuple palestinien d'avoir un État reconnu et indépendant et autonome, tout ce qu'on veut. On est en train de se lamenter depuis 70 ans. Quelles sont les propositions qui sont faites? On fait tous des constatations, moi y compris, bien entendu, mais moi j'attends des intellectuels, particulièrement des musulmans, quelles sont les actions qu'ils peuvent mener? Est-ce qu'ils ont des actions possibles, puisque la diplomatie a échoué depuis 70 ans? Est-ce qu'il faut attendre combien de temps encore? Quelles propositions ils font? Parce que de discours en discours, on peut nous trimballer très longtemps comme ça. Ouais, mais tu comprends bien que les intellectuels auxquels tu fais référence ne pourront de toute façon rien changer, quelle que soit l'initiative qu'ils prennent. C'est aux États, en l'occurrence, de pouvoir agir et de pouvoir faire pression si tant est qu'ils en ont envie. Pour l'heure, on voit bien d'ailleurs que justement, on voit bien que les États arabes, pour eux, la cause palestinienne, c'est une ligne rouge. Je crois que ça viendra jamais de l'Occident. Pour faire simple et un peu vulgaire, si vous me permettez. Les États arabes n'en ont absolument rien à faire, pour pas dire autre chose, de la Palestine. On le voit, ils commercent avec Israël, ça leur pose aucun problème. Au contraire, ça les embarrasse plus qu'autre chose. J'ai entendu sur une chaîne, justement, là, je vais pas citer,
que les pays arabes commerçaient avec Israël via le Liban. Oui, via le Liban, en donnant des appellations à leurs produits ou à leurs denrées, quelles qu'elles soient. Non, mais ils font du commerce, ça c'est pas un secret. Non, mais du commerce même déguisé. Oui. C'est-à-dire que ceux qui apparaissent les plus virulents continuent à faire du business. D'une certaine manière, je crois que, est-ce que le peuple, parce que moi je ne crois plus aux dirigeants, je crois qu'il n'y a que les peuples, en manifestant dans leur pays, dans le Maghreb ou Afrique, peu importe, en disant au gouvernement, nous, on veut une solution définitive. On peut plus, on doit pas sortir d'une salle sans qu'il y ait une solution. Eh ben justement, l'exemple en est donné avec une petite affaire qui n'a rien à voir, mais qui semble-t-il fait référence à ce que tu évoques, c'est-à-dire la démocratie. En Tunisie, vous avez suivi cette affaire avec les Émirats. Puisque les Émirats donc ont interdit donc le vol, l'accès au vol donc aux Tunisiennes. Du coup, la Tunisie a fait quoi? Pas de problème, on interdit cette compagnie aérienne émiratie donc d'atterrir à Tunis et dans toute la Tunisie en l'occurrence, une espèce de réciprocité. En l'occurrence, eh bien. Ça, c'est pas le gouvernement qui a pris toute seule cette décision, c'est la pression populaire du peuple qui s'est manifestée sur les réseaux sociaux. Ouais, et qu'est-ce qu'a fait le jeune Premier ministre Youssef Chahed en Tunisie? Eh bien, il a agi. Voilà, pour le coup, c'est à saluer et peut-être que cette initiative... En conclusion, s'il y a une solution, il faut pas l'attendre des gouvernements. Non, mais non. Il faut l'attendre du peuple. Voilà, c'est au peuple aussi de décider. Évident, parce que tous nos gouvernants, quels qu'ils soient, nous ont d'une certaine manière baladé et même voire trahi. Nadir? Non, moi je dirais pas simplement du peuple, parce qu'on a tous entendu parler de ça pendant des années. C'est la solution viendra du peuple. Vous-même vous le disiez, ça fait plus de 70 ans que ça existe. Il y a eu énormément de manifestations, notamment dans le monde arabe, à chaque fois qu'il y a eu des guerres, des violences qu'ont subi les Palestiniens. Beaucoup de manifestations dans le monde arabe, ça n'a rien changé. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être l'ensemble des deux, c'est-à-dire d'avoir des hommes politiques avec un certain courage et qui sont à l'image du peuple, qui pourront eux amener une certaine dynamique via aussi le soutien du peuple et pouvoir changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, on a entendu parler du peuple pendant des années. Moi, personnellement, j'ai pas vu réellement des peuples changer quoi que ce soit. On a parlé à un moment du printemps arabe qui n'était pas un printemps arabe, ni quoi que ce soit. On voit ce que ça a donné aujourd'hui, notamment en Tunisie, qui est un pays qui a aussi du mal à évoluer économiquement. Donc moi, je pense que les solutions seront plutôt amenées par des hommes politiques avec un certain courage. La démocratie est quand même revenue en Tunisie, hein. On peut pas le nier, ça. Ouais, une certaine démocratie, mais d'un point de vue économique. Je propose, vous savez, peut-être c'est pas grand-chose, mais je crois qu'il faut qu'il y ait des manifestations permanentes, comme une forme de harcèlement. Vous savez, comme c'est passé en Amérique du Sud, je me rappelle plus dans quel pays, où les femmes tapaient dans les casseroles, par exemple, tous les mardis ou tous les mercredis. L'Argentine, ouais. Voilà. Donc à partir de là, peut-être qu'il y a un symbole derrière ça. Il y a peut-être un exemple. Le fait de dire je vais manifester, puis après il n'y a rien du tout, puis on va remanifester la prochaine fois qu'il y aura des bombardements, et puis ça va se recalmer, on peut aller très loin comme ça. Bon, merci Méziane en tout cas pour ton avis, on a bien compris que c'était non pour toi en tout cas, 01 40 33 9000. Est-ce que ça bouge sur les réseaux sociaux mon cher ami Nadir? Alors je te dis ça, quant à savoir la question du jour absolument, est-ce qu'Emmanuel Macron sera le président de la reconnaissance de la Palestine selon vous? Alors sur Twitter, on est à 50-50. 50-50. Voilà. Ça c'est équilibré là pour le coup. Sur Twitter, oui. Sur Facebook, on est à 40 oui et à 60 non. Donc ça commence à remonter. Voilà pour le oui en tout cas. Eh bien vous continuez en tout cas de vous exprimer, de nous donner votre avis sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tiens, petite info en bref, mais information importante. Un bombardement au Yémen a fait au moins 14 morts et 16 blessés sur un marché d'Al-Haïma dans l'ouest du pays. C'est un raid attribué à la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, bien sûr. Selon un responsable de l'administration locale, cette frappe a été menée par erreur dans une région où la coalition tente de soutenir un soulèvement de la population contre les rebelles houthis. Par ailleurs, ce matin, Emmanuel Macron a appelé le roi Salman d'Arabie Saoudite à lever entièrement le blocus imposé par la coalition. Le président français s'est entretenu au téléphone avec le souverain et lui a dit à quel point il était préoccupé par la catastrophe humanitaire qui se jouait actuellement au Yémen. Macron s'intéresse au Yémen. Ça, c'est bien, ça. Ouais, non, mais c'est scandaleux parce que c'est vrai que c'est un conflit qui est sous silence.
La presse française l'évoque pas beaucoup, donc à ce niveau-là, il y a un vrai silence. Et puis quand on voit qu'il y a les images, notamment de ces enfants et ces femmes qui meurent de faim, qui sont affamés à cause de l'Arabie Saoudite, et de voir que cette coalition, je crois qu'il y a également le Maroc et d'autres pays. Oui, il y a le Maroc, je te ça, confirme. c'est scandaleux parce que c'est une guerre aussi qui n'a pas lieu d'exister. C'est simplement un règlement de compte. Et au niveau international aussi, très peu de réactions, des condamnations. Bon, bah c'est très bien que Macron condamne aussi. La diplomatie internationale, elle a sa façon d'agir et ses réactions, donc c'est pas plus mal. Mais bon, est-ce que ça va changer les choses? Je crois que ça fait un peu plus d'un an que ça dure là-bas. Donc la population, elle est complètement affamée et puis elle dépend encore du bon vouloir des Saoudiens là-dessus. Premier sujet que nous allons aborder tout de suite sur France Mayab 2. Those scumbags, those garbage dogs that sit in our prisons that you called family, they will never see daylight. Pour vous parler eh bien de cet Israélien, un député israélien a lancé des injures envers les familles palestiniennes alors qu'elles montaient dans un bus pour rendre visite à leurs proches emprisonnés. Oran Hazan a partagé des images de la confrontation en ligne lundi dans laquelle il a qualifié le fils d'une femme de chien et d'insecte. Hassan, un membre controversé de la Knesset de droite pour le parti, le Likoud au pouvoir en Israël, a déclaré sur Twitter que les prisonniers étaient des terroristes qui appartiennent à la terre. Plusieurs échanges houleux avec des passagers d'autobus, un dans lequel Hazan dit à une mère donc que son fils est un chien et un insecte. La femme répond: mon fils est le meilleur des hommes, un chien est celui qui l'appelle un chien. Monsieur Hazan répond: je ferai en sorte que vous puissiez plus vous rendre ici et nous ferons tout pour que vous n'entriez pas. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous devez bien comprendre, vous avez élevé votre fils au meurtre. Les familles donc qui se rendaient dans la bande de Gaza pour rendre visite à leurs proches à la prison de Rafah dans le sud d'Israël dans le cadre d'un convoi de comité international de la Croix-Rouge, CICR. La porte-parole du CICR à Gaza a condamné l'incident dans une déclaration. Elle a déclaré les familles ont le droit de rendre visite à leurs proches dans la dignité et la responsabilité il est de la responsabilité des autorités compétentes de veiller à ce que les visites se déroulent en toute sécurité et sans interférence. Voilà, alors c'est vrai que cette histoire peut-être être un exemple parmi tant d'autres de ce que peuvent subir, entendre les Palestiniens de la part de responsables. J'allais même pas dire que c'était des gens du peuple. Non, ce sont là des députés qui siègent à la Knesset, qui parlent de la sorte. Christophe, on est habitué. Je sais pas si tu as le souvenir d'un ministre, je sais pas s'il est encore en fonction, un ministre israélien qui disait qu'il était fier d'avoir tué beaucoup d'Arabes. Et ça avait fait un petit peu le buzz à l'époque, mais il s'en vantait, il disait qu'il était très fier d'avoir tué je sais pas combien d'Arabes, c'était une fierté pour lui d'avoir tué beaucoup d'Arabes. Et il était ministre à l'époque. Donc ce genre de propos, malheureusement, les Palestiniens, je pense qu'ils les entendent régulièrement. C'est pas ce qui est le plus touchant. Ce qui est le plus touchant, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Le fait qu'on leur supprime de l'eau, qu'ils n'ont pas d'électricité, qu'ils sont traités comme des moins que rien. Bon, en général, c'est ce qu'on réserve aux gens qu'on colonise. La France et d'autres, quand ils ont colonisé d'autres pays, en général, ils faisaient pas de faveur aux indigènes. Donc je pense qu'Israël aujourd'hui vis-à-vis des Palestiniens ont le même comportement, c'est un comportement d'occupant. Donc à partir de là, il y aura régulièrement des exemples comme ça ou des faits divers où vous aurez des hommes politiques ou des simples citoyens de cette dite de ce pays avoir des propos comme ça vis-à-vis des Palestiniens. Bon, en tout cas, votre avis nous intéresse bien sûr pour continuer de nous appeler au 01 40 33 9000 pour continuer aussi de répondre à la question du jour à la suite donc de la conférence de presse et surtout de la visite de Mahmoud Abbas à Paris la semaine dernière. Emmanuel Macron a dit qu'il reconnaîtrait l'État de Palestine au moment opportun. Macron sera-t-il le président, selon vous, de la reconnaissance de la Palestine? Vous répondez oui ou non sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, sur Twitter, LGF officiel, ainsi qu'en nous appelant au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Dans un instant, l'avis tranché signé Nadir Kaya, le zapping. Et puis, nous allons partir ensuite à Colombes. Tiens, vous habitez Colombes, eh bien vous pourrez nous appeler pour nous dire si la maire pratique du racisme et de la discrimination envers les commerçants qui vendent des produits halal et surtout ces commerçants qui refusent, oui messieurs dames, de vendre du porc et de l'alcool.
Merci d'être avec nous LGF, le grand forum avec Nadir Kaya aujourd'hui en ce mercredi. Bienvenue à vous sur France Période 2, le dernier mercredi de l'année 2017 pour le coup. Oui, ça y est, on y approche de cette nouvelle année qui arrive à grands pas. 01 40 33 9000 pour entre autres répondre à cette question du jour aujourd'hui concernant Emmanuel Macron qui a déclaré qu'il reconnaîtrait l'État palestinien au moment opportun. Sera-t-il donc selon vous le président de la reconnaissance de la Palestine? Vous répondez à cette question en nous appelant 01 40 33 9000 et en répondant aussi à cette question sur Facebook, Christophe le Grand Forum, ainsi que Twitter LGF officiel, et on voit que ça bouge. Pour sur Twitter, en tout cas, vous étiez à 50-50 tout à l'heure à penser que oui, non, 50-50 pour le coup. Et sur Facebook, en l'occurrence, c'est 40% à penser que oui, contre 60% à penser que non, Macron ne sera pas le président de la reconnaissance de la Palestine. À l'image d'ailleurs de nos deux auditeurs qui ont réagi sur le sujet, à savoir Méziane et Karim. 01 40 33 9000, bien sûr. Allô, bonsoir. Ah, il est parti. Bon, alors on va, si vous le voulez bien, enchaîner avec l'avis tranché de notre ami Nadir Kaya qui va revenir sur les quartiers populaires et parler aussi d'intégration. Intégrer, ce mot que je n'aime pas tout de suite. Voici le jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors quartier populaire, intégration, on va dire, ça nous donne quoi cette tchouk-tchouka? Ah, tchouk-tchouka, tu connais? Un peu que je connais, ouais. Non, mon titre c'est Nous sommes bien intégrés. Quand je dis le nous, ce sont les citoyens issus pour la plupart des quartiers populaires et notamment de l'immigration. C'est 3e, 4e, 10e génération. Donc je pense qu'aujourd'hui on n'a plus lieu de parler d'intégration et donc j'ai fait un petit truc très simplement en parlant de ça. Donc je disais, malgré le racisme encore bien présent, les faits divers qui alimentent les débats politiques, les débats télévisés, médiatiques et certains préjugés, nous sommes, nous les citoyens des quartiers populaires, héritiers nous sommes héritiers d'une immigration qui a su reconstruire une France qui était en ruine après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a aussi favorisé son essor, son développement économique, social, à tout point de vue, et donc toutes ses richesses. La France de 2017 est un tout. Chacun d'entre nous peut s'imposer ou s'imposer par le travail, par nos droits et notre capacité à être des leaders d'opinion, des leaders tout court, des innovateurs de mode, de style. On participe même à l'évolution de la langue française, malgré les freins et les débats xénophobes, les petites phrases racistes. Nous sommes là, bien présents. Nous avons même créé, sans le savoir, un lobby. Parce qu'on parle souvent de lobby, et puis ce lobby il existe, mais à travers visiblement les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui on n'est plus beaucoup à aller dans la rue manifester ou s'opposer. On est principalement visible sur les réseaux sociaux et grâce à ça, on arrive parfois à faire bouger des débats en notre faveur. Nous réagissons rapidement à l'actu et encore plus quand nous sommes ciblés, visés, toujours par les mêmes qui, eux, ont le droit à l'image, à la parole, alors que nous sommes souvent confisqués de pouvoir débattre et de répondre à des sujets qui nous concernent. Merci aux réseaux sociaux qui sont des portes, donc au pluriel, de liberté d'expression, même si beaucoup s'en servent pour cracher ou exprimer une haine ou des douleurs qu'on peut comprendre. C'est surtout une porte à pouvoir s'ouvrir vers les autres, à être lucide et surtout à apporter des avis constructifs. Ouais. Donc voilà. Nous, il faut absolument abolir les termes intégré et intégration parce qu'aujourd'hui nous sommes présents. On peut ne pas être accepté par rapport à ce qu'on est, mais on peut être respecté par rapport à ce qu'on fait. Donc aujourd'hui c'est aussi une réalité. Bien, merci beaucoup Nadir. Si toutefois vous êtes d'accord avec, j'allais dire, la positivité de notre ami Nadir Kaya sur le fait que, selon lui, on arrive à constituer un lobby au travers et grâce aux réseaux sociaux, eh bien, vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Nadir Kaya. 01 40 33 9000. Nadir, quand même, je connais la tchouk-tchouka, c'est très bon. Hein? Non, tout le monde ne connaît pas. Je sais pas si tout le monde connaît. Bon, je pense que les Maghrébins ou principalement les Algériens doivent la connaître, mais bon, je pense que oui, mais je suis marié avec une Algérienne, donc forcément ça aide. Donc tu as le droit alors. Bien sûr que j'ai le droit. C'est quoi, une fois par semaine?
Ah, peut-être pas quand même, on va peut-être pas abuser, mais en tout cas régulièrement. Chouchouka, belle cookies. Ah bah non, l'huile d'olive. S'il y a pas l'huile d'olive, c'est pas chouchouka, hein, faut le dire clairement. Donc voilà, 01 40 33 9000 bien sûr pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Nadir. Kaya 01 40 33 9000 en ce mercredi. Nous sommes le 27 décembre. Soyez les bienvenus. En direct, on a l'impression quand même que la France vit un petit peu au ralenti là en cette période de vacances, Nadir, non, tu trouves pas? Ah, pas simplement parlant de cette période de vacances, depuis l'élection de Macron, je pense que politiquement, je pense qu'il y a une atmosphère un peu particulière aujourd'hui, hein, comme je te disais tout à l'heure, quand on voit qu'il n'existe plus de droite, de gauche, même le Front National qui est embourbé dans ses affaires judiciaires, tant mieux pour eux, ou tant pis pour eux. Je vois qu'aujourd'hui les Français globalement politiquement sont, je sais pas, on a l'impression d'être comme après un chaos, sont sonnés. C'est l'effet Macron, comme je disais tout à l'heure, donc je sais pas. L'hypercute d'Emmanuel Macron. Ouais, je pense qu'il a hypercuté tout le monde là. Il a une bonne gauche, hein. Ou droite d'ailleurs. Ou plutôt au centre. Ouais, un bon direct. Un bon direct. Ouais. Allez, tout de suite, on passe au zapping, messieurs, dames, sur France Maghreb 2, dans cette émission du Grand Forum. La colère encore. Hier, dans le nord-est du Maroc, plusieurs milliers de personnes manifestaient pour la 3e journée consécutive à Geralda. C'est la mort de vendredi de 2 jeunes frères dans une mine clandestine de charbon qui a provoqué leur colère. Et comme à Hoceima, avant eux, les habitants réclament des emplois dignes. Ils annoncent vouloir continuer à protester jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Et après Hoceima, donc justement, la réponse de l'État n'aurait pas été adaptée. C'est en tout cas la position du sociologue marocain Mohamed Sami. Selon lui, le royaume chérifien ne possède aucune stratégie pour affronter cette situation. Je vous propose de l'écouter. Et il y a un manque de rôle de l'élite et peut-être que l'État a commis des erreurs en fragilisant ces institutions et ces personnalités qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaire. Le cas des crises comme ce qui se passe maintenant à Geralda, et il fallait bâtir ces institutions pour qu'ils jouent leur rôle et pour qu'ils jouent le rôle aussi d'intermédiaire entre le peuple et l'État dans les cas de situations pareilles. Il fallait également avoir une vision stratégique lorsqu'on parle des villes minières au Maroc. Nous nous rappelons des études sociologiques entamées par Paul Pascan et Grégory Lazarev il y a plus de 40 ans. Mais depuis lors, ces études n'ont pas connu de suite. Or, normalement, il incombe à l'État d'encourager ce genre d'études pour que l'État ait en main des plans d'action, des stratégies bien fondées et qui peuvent faire en sorte qu'on n'arriverait jamais à vivre les mêmes drames qui se sont déroulés à Geralda ou à Essaouira ou à Hoceima ou ailleurs. Voilà, c'était donc l'avis donc du sociologue marocain Mohamed Sami. Nadir, là ça fait quand même beaucoup quand même au Maroc, hein, cette contestation qui se fait entendre pour ce qui est du RIF, maintenant donc dans cet endroit donc on vient d'évoquer avec ces 2 frères qui sont morts, beaucoup d'accidents, le royaume qui peine à répondre en tout cas. Non mais bien sûr que c'est triste, mais ça me rappelle un peu les conditions de travail que certains salariés au Qatar pour les mondiaux subissent tous les jours. Ouais. Malgré que ça soit un pays hyper développé pour le Qatar, les conditions de travail sont des conditions de travail inhumains là-bas. Donc pour le Maroc, qui est quand même un pays moins riche que le Qatar, je peux imaginer les conditions de travail de ses employés. Donc je pense que c'est propre à tous les pays qui sont à peu près à ce niveau-là. La priorité, c'est pas la sécurité, c'est pas le bien-être des salariés. On travaille dans l'urgence, dans la rapidité. Il faut fournir, il faut produire, quitte à délaisser les conditions de travail. Ouais. Alors autre sujet, on revient en France pour parler de la pagaille. Après la pagaille d'Austerlitz, le désordre de Montparnasse, les usagers de la SNCF ont eu le droit hier au bug de Saint-Lazare, une panne d'alimentation électrique qui a perturbé le trafic pendant plus de 2 heures. Un nouvel épisode qui suscite la colère et la résignation chez les voyageurs. Et face à ces dysfonctionnements à répétition, la sénatrice LR Fabienne Keller pointe du doigt un système ferroviaire à bout de souffle. Écoutez-la. C'est une série noire pour la SNCF. On est face à un système ferroviaire qui est à bout de souffle. Des investissements d'entretien n'ont pas eu lieu depuis plusieurs décennies. C'est le TGV qui a été priorisé, les nouveaux rails très performants, mais laissant de côté l'entretien du réseau existant, d'où des incidents à répétition dans l'exploitation courante du réseau. La priorité, c'est de continuer à investir sur ce qu'on appelle la régénération, c'est-à-dire le renouvellement du réseau, les nouveaux systèmes informatiques d'exploitation aussi, qui en améliorent la fiabilité. Ça fait
plusieurs années qu'il y a eu une prise de conscience, mais le retard est tellement important qu'il faudra encore 5 à 10 ans avant que les premiers effets positifs ne se fassent ressentir. Donc un immense effort d'investissement est indispensable pour retrouver un réseau ferroviaire qui fonctionne correctement. Voilà, c'était là donc Fabienne Keller, sénatrice des Républicains du Bas-Rhin et spécialiste d'ailleurs des questions de transport sur Europe 1, à dire la SNCF qui est pointée du doigt dans plusieurs incidents. Et c'est vrai, elle a raison Fabienne Keller quand elle dit que la priorité a été faite sur le TGV avec des rails effectivement bien entretenus, bien conçus. Ils ont délaissé ils ont délaissé tout le réseau secondaire, en l'occurrence toute la banlieue parisienne et peut-être d'ailleurs aux abords des grandes villes. Mais c'était une politique, c'était une vision française et politique dans les années 80, le tout pour le TGV parce que c'était en termes d'image aussi, ça permettait de pouvoir vendre et d'exporter le savoir-faire français. Donc c'était une politique assumée à l'époque dans les années 80. Ouais. C'est vrai qu'on est en 2017. Entre-temps, il y a eu pas mal de problématiques liées au vieillissement du système ferroviaire français. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence à ce niveau-là. Et je crois que la ministre des Transports a convoqué pour la semaine prochaine les deux dirigeants, les deux responsables de la SNCF. Donc je pense qu'ils vont pouvoir s'expliquer. Et comme souvent, je pense qu'ils vont se concerter entre eux et j'espère trouver une solution parce que je pense qu'aujourd'hui les Français n'en peuvent plus. Donc c'est comme tout, il va falloir poser de l'argent sur la table, mais savoir qui va payer, c'est encore une autre. Oui, et puis surtout bien investir dans les secteurs où il y a franchement besoin. Alors comme on vient de l'entendre, donc l'investissement est donc la clé, donc des problèmes d'entretien des infrastructures de la SNCF. C'est aussi ce que pense Pierre Denicous, qui est justement directeur des investissements en Île-de-France de SNCF Réseau chez nos confrères de RTL. Il est revenu sur le sujet. Écoutez. On a un retard d'investissement en Île-de-France qui est bien connu. Oui. On a sous-investi pendant des années et il a fallu attendre, on va dire, le début des années 2010-2012 pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics qu'il fallait faire plus pour le réseau. Cet effort de redressement est en cours et je peux vous donner simplement un chiffre qui est parlant. Oui. En 2010, on investissait 500 millions d'euros sur le réseau francilien. En 2015, on a doublé, c'est-à-dire qu'on était à 1 milliard. Aujourd'hui, en 2016-2017, on est à 1,3 milliard et notre objectif c'est 2 milliards en 2020. Voilà, donc c'était le directeur des investissements en Île-de-France de SNCF Réseau chez nos confrères donc de RTL. Mon cher ami Nadir, effectivement, pour le coup ils le reconnaissent aussi, qu'il y a des problèmes, qu'on a délaissé le réseau secondaire. Ouais, mais bon, c'est à tous les niveaux. Il y a aussi le problème des passages à niveau. On a vu la semaine dernière l'accident qu'il y a pu avoir entre un train et un car. Donc je pense qu'il y a une vraie réunion à faire avec les différents responsables et les hommes politiques français aujourd'hui par rapport au réseau SNCF. Aujourd'hui, c'est urgent. Effectivement, c'est urgent. Allez, pour finir ce zapping, absolument rien à voir. Nous allons écouter maintenant un certain David Hallyday qui a exprimé sa reconnaissance aux Français qui lui aura apporté du soutien après la disparition de son père le 5 décembre dernier. C'est dans une vidéo publiée sur Facebook que le fils de la légende du rock français s'est exprimé. Je propose de l'écouter. Salut à tous, je profitais simplement de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et surtout pour vous remercier de tous les messages que vous avez pu m'envoyer. Ces 3 dernières semaines, vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Voilà, du fond du cœur, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Voilà, c'était David Hallyday pour les remerciements de David Hallyday, le fils de Johnny qui s'est éteint, je rappelle, le 5 décembre à l'âge de 74 ans, mon cher Nadir. David Hallyday, ouais, qui dit merci donc pour le soutien et c'est vrai que les Français pour le coup se sont mobilisés. Oui. Tout à fait. Ouais. Voilà, quel hommage les Français lui ont rendu le jour de son enterrement. Enfin pas de son enterrement, le jour de cette cérémonie en tout cas qui a eu lieu à l'église de la Madeleine à Paris. Ouais. Les chiffres bougent, messieurs dames, par rapport à la question du jour aujourd'hui, par rapport au fait que Emmanuel Macron a déclaré lors de la venue de Mahmoud Abbas la semaine dernière que il reconnaîtrait l'État de Palestine au moment opportun. Ainsi, le président Macron sera-t-il le président de la reconnaissance de la Palestine selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook, sur Christophe Le Grand Forum, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Alors Nadir, ça bouge. Alors du côté de Twitter, on est à 54% de non et 46%. Ah donc c'est voilà. Une inversion là, parce que on a démarré l'émission avec un oui qui était majoritaire. Après on est passé à 50-50 et puis là c'est 50%
4% de non. Donc voilà. Alors sur Facebook, c'est le contraire. Quoi, c'est le contraire. C'est également la même chose, mais avec des proportions plus élevées. On est à 63% de non et 37% de oui. Donc globalement, les Français sont pessimistes sur le fait que Emmanuel Macron pourrait annoncer ou reconnaître l'État de Palestine. Effectivement, vous nous donnez votre avis qui évidemment pour le coup nous intéresse comme d'habitude dans cette émission sur tous les sujets. Vous pouvez réagir au 01 40 33 9000. Habitants de Colombes, eh bien c'est à vous que je m'adresse pour notamment vous parler de ces affaires. Direction Colombes. En effet, et suite à l'affaire, vous en souvenez de la supérette Goupris, la supérette Halal, d'autres commerçants accusent la mairie de la ville de nuire au développement de leur activité. Début décembre, une décision de justice ordonne la fermeture de l'épicerie Goupris. À Colombes, dans le 92, l'Union nationale des locataires indépendants, présidée par la maire de la ville, Nicole Gouta, LR regrette que la supérette ne vende ni alcool ni porc. Elle se plaint donc auprès du bailleur et estimant que le gérant ne respecte pas le bail de commerce d'alimentation générale. La mairie considère la supérette donc comme une épicerie communautaire. Une accusation que rejette évidemment son gérant qui témoignait et s'expliquait à ce propos il y a quelque temps. Nicole Gouta, qui se défend de toute stigmatisation d'une communauté, estime qu'il n'est pas possible qu'on laisse se communautariser tout le quartier. La maire fait référence aux différentes enseignes halal qui ont vu le jour ces dernières années dans la ville, dans le centre de la ville, le long du boulevard Charles de Gaulle. Restaurants et supérettes sont en effet plusieurs à porter un logo halal sur leur vitrine, parfois d'ailleurs assez discrètement pour éviter des problèmes. Car pour plusieurs commerçants, le cas de l'épicerie Goupris est révélateur de l'animosité de la mairie envers les musulmans. Ils estiment que la maire de Colombes leur met régulièrement des bâtons dans les roues pour freiner le développement de leur activité. La mairie, ce que je peux comprendre, veut moins de sandwicheries et de kebabs, et même quand nous ouvrons un vrai restaurant et que nous faisons les choses dans les règles, on nous accuse de communautaristes. Tout ça parce que la viande est halal. On regrette un restaurateur de la ville dans un article publié dans le Muslim Post. Comme d'autres, il ne propose ni alcool ni porc, ce qui contrarierait beaucoup la mairie selon les différents témoignages recueillis sur place. Tous rapporte que les agents de la ville insistent sur la demande d'une licence 4. Vous savez ce que c'est la licence 4? Ça nous donne le droit de vendre de l'alcool afin de pouvoir ouvrir un local dans la ville. Ça, c'est la demande qui est expressément demandée. Un autre témoignage, quand j'ai démarré en 2015, j'ai voulu faire des travaux, j'ai donc fait les démarches pour obtenir les autorisations à la mairie. On m'a demandé quel type d'activité j'allais ouvrir, et si je vendrais aussi de l'alcool et du porc. Quand j'ai répondu que non, la mairie m'a fait comprendre qu'elle m'empêcherait d'ouvrir mon commerce, assure la gérante d'une enseigne halal. En effet, quelques temps après, elle essuie 2 refus pour sa demande de travaux pour non-mixité sociale. Et c'est qu'à la 3e tentative, suite à une décision de justice, que la jeune femme obtient gain de cause. Les premiers mois suivant l'ouverture de son magasin, les services de contrôle d'hygiène de la mairie seraient venus 5 fois, messieurs, dames. D'autres déplorent également le fait de ne pas pouvoir ouvrir de terrasse, alors même qu'ils ont la place nécessaire sur leur trottoir. Plusieurs commerces n'ont pas reçu l'accord de la mairie. L'interdiction comportait un motif d'intérêt général. La terrasse, ça attire des gens. J'ai fait le calcul, nous dit cet homme, son absence nous représente un manque à gagner de 10%, regrette le patron d'une sandwicherie. Il se plaint également de ne pas avoir obtenu de place de livraison. Toutes les semaines, j'ai une amende. Une fois, on m'a même mis notifié un stationnement à 7h du matin alors que j'y étais même pas. Répond donc ce gérant exaspéré. On veut juste être logé à la même enseigne. Il y a trop d'inégalités vis-à-vis des musulmans et des commerçants dans cette ville. Juge-t-il. Pour le gérant de Goupris, lui, le principe de mixité que veut imposer la maire, Nicole Gouta, n'est pas non plus cohérente. C'est elle qui attribue les logements et qui nous a parqués dans ces immeubles alors que c'est là où devrait commencer la mixité, estime-t-il. En matière de racisme et de discrimination, quelques casseroles ont déjà entaché la réputation de la mairie. En 2004, la maire avait refusé de marier un Français avec une Algérienne suspectant un mariage blanc. Elle avait dû d'ailleurs payer des dommages et intérêts dans cette affaire. En 2016, 2 animateurs de la ville ont dénoncé le racisme de la part de l'opposition après qu'ils aient été renvoyés des structures de la ville sans explication. Pourquoi ces deux-là? Bien, leur seul point commun, c'est qu'ils sont jeunes, originaires du Petit Colombes, noirs et proches du Parti Socialiste, déclare Fatouma Dasso au conseil municipal. En mars 2017 maintenant, comme le rapporte le Parisien d'ailleurs, des élus de l'opposition de la mairie de Colombes ont également quitté la salle du conseil en colère. Jean Lorrain, le conseil municipal LR, se disputait avec Aïssa Benbram, PCF, alors qu'il se plaignait du bruit. L'élu LR aurait lâché « Nous ne sommes pas bled ici ».
Nous ne sommes pas au bled ici. Le maire PS a demandé des excuses. L'ancien maire PS, pardon, a demandé des excuses pour ses propos racistes que Nicole Gouta a refusé d'imposer à l'élu concerné. L'un de ses opposants politiques rapporte également des retards inexpliqués pour les inscriptions à l'école d'enfants d'origine maghrébine, alors même que les parents ont fait les démarches dans les règles. Plusieurs affaires donc qui pourraient donc confirmer les accusations de racisme et de pratiques discriminatoires portées par les commerçants halal, eux qui se sont lésés à cause de leur appartenance religieuse, ne veulent donc pas en rester là. Ils réfléchissent désormais à créer une association pour faire front commun. Voilà un petit peu au travers d'un article que j'ai pu énumérer, vous lire ici donc concernant ces commerçants qui se plaignent donc du racisme, de la discrimination dans cette ville de Colombes. Alors appelez-nous, vous qui êtes de Colombes, 01 40 33 9000. Nadir, qu'est-ce que ça te provoque comme réaction? Non, mais c'est compliqué parce que je suis partagé, moi. Alors, quand on réfléchit un petit peu, moi, je suis pour le fait de diversifier un petit peu l'offre commerciale. C'est-à-dire qu'aussi, moi, le premier, dans un trottoir où je vois 15 sandwicheries, ça m'emmerde. Je te le dis franchement, halal, pas halal. J'aimerais qu'on puisse avoir des cabinets d'avocats, des cabinets d'architectes, un local pour une infirmière, pour un médecin, une sandwicherie, un restaurant, qu'on puisse avoir de la diversité dans l'offre commerciale. Maintenant, si aujourd'hui, ce commerce de proximité, parce que je pense que c'est un commerce de proximité, si je me trompe pas, je crois qu'il en bas de la cité des Grèves, 1 ou 2, je sais plus, j'ai vu les photos, mais j'ai pas appelé mes amis là-bas que je connais à Cité des Grèves, je leur passe le bonjour, ils se reconnaîtront. Donc si c'est un commerce de proximité qui répond à un besoin, c'est très bien. Maintenant, s'il y a un historique avec la mer, je rappellerai que le premier parti dans les quartiers populaires, c'est l'abstention. Donc quand on veut amener des projets dans sa ville, dans son quartier, il faut aussi se battre politiquement, c'est-à-dire faire élire une personne qui serait susceptible de mettre en place des actions, des projets qui vous conviennent aux uns et aux autres. Donc j'en profite en même temps pour lancer un appel à tous ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Si vous voulez mener des actions ou des commerces ou des projets qui prospèrent et qui puissent répondre à des attentes bien précises, il faut se mobiliser. Il faut pas attendre des faits divers comme celui-ci pour se dire que la mer serait raciste ou islamophobe. Ouais. Après, moi, sur le côté commercial, comme je te dis, je peux être partagé et je comprends si sur une même rue, tu as 10 sandwicheries, qu'au bout d'un certain temps, le maire te dit bon, c'est bon, il y aura pas de sandwicherie. Ça, on peut le comprendre. Mais si c'est pas le cas, après, là, on peut se poser la question, notamment s'il y a un historique avec la mer sur des propos qu'elle aurait tenus ou des actions qui seraient toujours amenées à viser les mêmes. Jérémy a son avis sur l'affaire de Colombes. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Moi j'ai juste un petit coup de gueule par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'aurais envie de poser une question. Moi, j'aurais aimé savoir le taux d'abstention dans cette ville-là, une communauté qui se plaint malheureusement de choses très très graves. Ouais. Mais qu'est-ce que les gens attendent pour aller voter? C'est ce que vient de dire Nadir Kaya d'ailleurs, hein, c'est ce que vient de dire Nadir. Voilà. Je l'ai peut-être pas entendu, je suis désolé. Bah, je vous en prie. Pour aller voter, puis pour aller dégager ces gens qui prennent des décisions et qui mettent des bâtons dans les roues. Donc c'était tout simplement ça. Très bien. Eh ben, bon tac. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Jérémy. À bientôt. Et continuez de participer, de rester fidèle à l'émission. Vous habitez Colombes, vous pouvez nous dire un petit peu finalement si cet article, au travers de témoignages recueillis par le Muslim Post, est proche de la réalité ou pas. Si vous êtes commerçant d'ailleurs du côté de Colombes et que vous écoutez France Maghreb 2, vous pouvez nous appeler pour nous donner un petit peu votre sentiment, confirmer ou affirmer ce qui vient d'être dit concernant la mer. Mais effectivement, bon, c'est vrai que sur le fait que l'abstention aussi fait partie malheureusement et le premier parti dans les quartiers populaires. Après, on ne s'étonne pas finalement de décisions qui sont prises par les différents maires. Voilà. Donc maintenant, ce qui me paraît quand même étonnant, c'est qu'on puisse interdire un commerce sous prétextant que ce commerce refuse de vendre de l'alcool et du porc. Ouais, je veux dire. Mais d'un point de vue juridique, après, faut se baser sur le bail qui a été signé. Ouais. Comme je t'ai dit, nous on a eu le cas de figure. Ouais, mais l'alimentation générale ne veut pas dire forcément vendre du porc et de l'alcool. Ouais, mais c'est précisé en général. Donc après, c'est à eux de voir ce qu'ils ont signé. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Hein. Il y a une chasse à tout ce qui est visibilité et en lien avec l'islam aujourd'hui. Hein. Ça c'est clair. Bon. Il faut pas se le cacher. En tout cas, vous continuez de nous appeler au 01 40 33 9000. On fera aussi un nouveau point sur la question du jour. Ne bougez pas, c'est votre LGF, votre émission. Ne cherchez pas ailleurs. Oui, l'authenticité, c'est là. Méfiez-vous des imitations. Le grand forum, le vrai, il est là. Le dur, 16h-18h tous les jours. Bon début de soirée et surtout bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et qui profitent de ce temps pourri en ce moment en France. Marqué au Maghreb, c'est pas mieux, hein. Il pleut à Alger, il pleut à Tunis. Christophe, il faut pas dire ça. N'oublie pas que la pluie nous apporte à manger. Non, sans pluie, on ne ferait rien. Mais ça fait quand même un moment que ça dure. Hein. Ouais, on cherche le soleil. Moi, j'ai besoin de soleil. Moi, je partirais bien en vacances là. Ouais. Cher patron, si vous m'entendez. Voilà.
J'aurais bien besoin de vacances au soleil pour petite semaine. Petite vitamine D là, c'est important le soleil quand même. Tout à fait, ouais. Hein, le soleil en permanence, comme disait Slimane Arzam. Ouais. Nora est avec nous, elle nous appelle de Paris. Bonsoir Nora. Bonsoir Christophe et bonsoir à votre acolyte. Bonsoir. Bonsoir, soyez la bienvenue, Bonsoir. chère Nora. Voilà, c'était par rapport à ce qui se passe à Colombes, un magasin où ils vendent pas d'alcool mais moi je pense que vraiment c'est un faux problème, quoi, vraiment. Moi j'habite dans un quartier où il y a toutes les communautés, il y a le magasin cachère, bon, à mon avis je pense pas qu'ils vendent du porc, bon, bah voilà. Ouais, mais ils vendent de l'alcool cachère. Ouais. Donc pour moi c'est un faux problème, quoi. Je pense que voilà, enfin je pense qu'elle a des idées d'extrême droite. Donc enfin moi c'est mon avis, hein. Donc mais je pense que c'est vraiment un faux problème, quoi. Vraiment. C'est... Bah on aimerait bien entendre en tout cas des commerçants qui nous écoutent peut-être à Colombes avoir leur avis sur le sujet puisqu'ils se sentent quand même un petit peu embêtés. Moi, pardon Christophe, je vous interromps, mais moi j'habite dans un quartier voilà, j'habite à Paris, il y a toutes les communautés, enfin voilà, il y a des magasins cachers, il y a bon voilà, ils vendent pas de porc, donc bon voilà, je vois pas il est où le problème, quoi. Bon, ça certainement qu'ils vendent de l'alcool, mais je vois pas où il est le problème. Au lieu de s'occuper des gens il y a plein de gens dans la rue, Christophe, vous allez dehors. Alors moi des fois quand je rentre tard le soir du travail, je vois plein de gens dans le métro. Vous voyez les gens qui sont sans abri, mais ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème. Et ben on va en parler dans un instant parce qu'il y a une ville de France qui s'est fait remarquer et qui œuvre, en proposant une action novatrice pour le coup, c'est la ville de Grenoble. Vous allez écouter, c'est magnifique. Merci beaucoup Nora, en tout cas pour votre avis. Merci beaucoup Christophe et à votre acolyte aussi. Merci, bonne soirée. Il s'appelle Nadir Kaya. Merci beaucoup Nora. 01 40 33 9000. Où on en est par rapport à la question du jour sur Facebook, sur Twitter et au 01 40 33 9000 pour y répondre à cette question qui est la suivante. À la suite donc de la conférence de presse ou de l'entretien qu'a eu Emmanuel Macron à l'Elysée avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il aurait déclaré, Emmanuel Macron, il a déclaré d'ailleurs, sans employer le conditionnel, parce qu'on l'a entendu, on l'a vu, il y a les images, qu'il reconnaîtrait l'État palestinien au moment opportun. Du coup, est-ce que Emmanuel Macron, selon vous, sera le président de la reconnaissance de la Palestine? Vous répondez oui ou non sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, Twitter, LGF officiel. Nadir, où en est-on? Alors, du côté de Twitter, ça a pas changé. On a 46% de oui et 54% de non. Donc ça change pas. Du côté de Facebook, alors. Facebook, oui. Alors sur Facebook, on est à 40% de oui et 60% de non. Donc on reste. Très bien. Donc on rappelle qu'on a commencé avec un oui majoritaire sur Twitter. On se retrouve donc en pleine émission avec un oui qui devient minoritaire. Tout à fait. Nadia qui nous appelle de Paris, je crois. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'habite à Colombes. Ah bah très bien. Voilà, comment on les appelle? À Colombes, et j'ai voté pour Guetta et je regrette. Ah, vous avez voté pour la maire Nicole Gouta, donc Nicole Guetta, je regrette parce qu'elle est en train de faire des ghettos pour les Arabes. Et là, j'ai signé les pétitions là pour le commerçant là. Ouais. Elle n'a pas le droit de fermer parce qu'elle va pas nous obliger à manger du porc. Ah, quelque part, si. Ni de l'alcool, de boire de l'alcool. Chacun sa religion. Ah, attendez. Nadir qui dit quelque part si, c'est-à-dire. Non, je plaisante, mais vous avez raison, il faut se mobiliser. Elle peut pas forcer les gens, mais bon, après le problème, c'est de savoir le bail. Qu'est-ce qui est écrit sur le bail? Est-ce qu'a signé le propriétaire du magasin avec l'office? Ouais. Mais elle a déjà essayé de le fermer avant. Ouais. Oui, elle n'a pas pu essayer. Madame Guetta est en train de faire les ghettos, vous savez, les Noirs et les Arabes. Et c'est les Noirs et les Arabes qui l'ont élue. Normalement, elle doit pas faire parce qu'elle venait taper dans les portes. Moi, je sais qu'elle est venue. Moi, je suis française de nationalité, je suis algérienne et je suis fière de l'être. Et elle est venue taper à la porte le jour des élections. Ouais. Hein, elle n'a pas regardé quand on tapait à la porte si c'était halal ou pas halal. Oui, absolument. Non, mais vous avez raison. Mais quel était le taux d'abstention justement? Est-ce que vous vous en souvenez, Nadia? Je me souviens pas. Mais elle a gagné parce que bon, l'ancien maire, monsieur
ça, dans ce quartier, elle a mobilisé les gens, justement, en ce moment-là, elle a mobilisé tous les gens, justement, les Maghrébins, en leur disant que elle allait faire ça, et elle a menti. Oui, elle a menti aux gens. C'est une grosse menteuse, on va pas la laisser faire. On va pas la laisser faire, parce qu'on a les mêmes droits qu'elle. Calmez-vous, il y a qui avec vous, Nadia? J'ai une amie qui habite à Colombe aussi, elle est en colère. Vous êtes en colère, là, dites donc. Bien sûr, on va se mobiliser. Une dame comme nous, Nicole Guita, qui va faire sa loi. On est en France, il y a la loi. Oui, bah oui. D'ailleurs, elle a eu, elle a perdu. Elle va voir aux élections, qu'est-ce qu'on va faire? On va la dégager. Bon, bah ça c'est une réponse, j'allais dire pacifique. Mais moi je les applaudis des deux mains. Hein. Ouais, bravo. Et en tout cas, mesdames, bravo. Hein, vous êtes, quand on est face à vous, on n'a pas envie de rigoler, hein, pour le coup. Hein, voilà. Bien sûr, non, pas du tout, pas du tout. Elle a fait. Vous savez, quand elle commençait à venir, elle venait devant Leclerc, elle venait de partout taper. Moi, elle a tapé dans ma maison. Elle tapait dans toutes les maisons. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a pas de racisme, il y a rien. Mais là. Vous aurez des logements, il y aurait des trucs et tout, mais elle a rien fait dans les quartiers. Elle a pris plein de magasins avec elle exprès. Ouais, pour bien nous avoir. Elle nous a bien eu, hein. Franchement, elle nous a bien eu. En tout cas, elle a perdu. Pas la prochaine fois. Elle a perdu en justice pas mal de tentatives qu'elle a essayé. Elle avait perdu. D'ailleurs, en 2004, elle avait refusé de marier. Vous savez, à son âge, elle fait mieux de laisser un jeune, parce qu'elle sait rien faire. C'est la deuxième fois qu'elle est élue. Ah, des personnes d'autres. Il y a des personnes d'autres qui sont compétents mieux qu'elle. Il faut attendre le deuxième mandat. Eh ben, écoutez, à vous de la sanctionner lors de la prochaine élection. Il va falloir attendre 2020. Oui, on va se mobiliser. Hein. Aussi, elle a des choses contre son mari, là, le voleur. Bon. Le voleur qui ramasse tout l'argent de Colombe. Merci, mesdames. Merci en tout cas. Bon, vos propos vous appartiennent, hein, je précise. Allez, maman, et on va se battre pour nos enfants. Et c'est pas une femme qui va nous faire, on est encore plus forte qu'avant. Eh ben, on a bien compris. On a bien entendu. Merci, mesdames, en tout cas. Allez, merci. Au revoir. En plus, il est beaucoup moins cher, hein. Il est beaucoup moins cher, les pommes pour les gens, hein. Ah oui, bah oui, ça forcément. Voilà, parce que au lieu de regarder, vous savez, les gens, au lieu de regarder le marchand, là, et c'est mieux de voir les gens qui dorment à l'église, ils sont dehors, les gens qui n'ont rien à manger, hein. Ouais, mais c'est là, il y a personne pour les défendre, c'est pour ça qu'ils peuvent acheter quelque chose là-bas, c'est moins cher. Merci en tout cas, Nadia. Et madame, je sais pas comment elle s'appelle, votre amie. C'est Sabrina. Sabrina et Nadia, merci. Vous êtes en forme. Un bon verre de thé, ça vous fera du bien. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Ouais, donc elles sont énergiques, hein, Nadia et Sabrina là. Ça fait plaisir par rapport au ton qu'elles emploient. Elles sont assez joyeuses, mais elles ont tout à fait raison. La seule façon aussi de créer ce rapport de force face à ces politiques-là, c'est le rapport de force citoyen. Il y a que ça qui peut faire changer de posture. Ces politiques qui se croient tout permis et qui, notamment pendant les élections, se permettent d'aller voir tout le monde, de promettre, de faire des promesses à tout le monde. Et le jour où ces gens-là ne tiennent pas leurs promesses, il faut pas hésiter à faire comme ça des regroupements, des pétitions, et leur rappeler que ce sont pas des gens qui ont tout le pouvoir, ce sont les citoyens qui sont censés un peu pousser ces hommes politiques à tenir leurs engagements. Dounia qui nous appelle de Saint-Ouen. Bonsoir Dounia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Christophe, bonsoir Dounia. Et Monsieur Kaya. Voilà, Nadir Kaya, exactement. Bravo voilà. Dounia. Voilà. Je voulais juste intervenir par rapport au sujet dont vous discutez actuellement. Donc dire déjà les Arabes, enfin voilà, c'est un petit peu péjoratif comme mot qui ressort constamment en fait envers la communauté. Donc ça devient un peu fatigant aussi d'entendre ça. Et puis les dames qui crient, donc parler un petit peu plus posément, on va dire. Hein, peut-être qu'on vous entendra. Et on vous entend et on vous a bien entendu. C'est vrai que c'est un peu rageant pour les gens de Colombe. Je sais pas comment ils s'appellent en plus. Elle a pas répondu à la question. Bah oui, j'ai posé la question. Les Colombiens et les Colombiens et les Colombiennes. Ok. Ah, okay. Colombiens. Donc, voilà, les Colombiens. Voilà. Bon. Et les Saint-Ouen, d'ailleurs, on les appelle comment, les habitants de Saint-Ouen? Les Odoniens. Les Odoniens. Bon, ouais, les Odoniens. Très bien. Donc, et vous donc voilà. Alors donc, avec tout ce qui se passe, concernant la situation mondiale, j'ai voté sur Facebook concernant donc la question que vous posiez en fait sur justement concernant le président Macron qui serait pour ou contre donc la Palestine, c'est bien ça? Oui, vous avez voté quoi, Dounia? Moi j'ai voté non.
Non, pour vous, ne sera pas le président de la reconnaissance de la Palestine. Ah, je pense pas. On vit dans un monde d'hypocrisie totale, on va dire. Oui. Où la mondialisation, on va dire, donc se doit de... Non, c'est pas possible. Qu'ils disent oui officiellement, on va dire. Peut-être que tout le monde pense le oui, mais tout le monde le dira officiellement. Donc c'est... Bon, en tout cas, bravo d'avoir voté, d'avoir donné votre avis. Donc, vous faites partie des 60% qui pensent que non, Emmanuel Macron ne sera pas président, président de la... tellement un oui, mais bon, ça serait trop... Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dunia, et bonne soirée du côté de Saint-Ouen. Et continuez de nous rester fidèles et de participer aussi, c'est important. À bientôt, Dunia, merci beaucoup. Au revoir, 01 40 33 9000. Alors, maintenant, on va parler et vous emmener, si vous le voulez bien, à Grenoble. Nous allons partir à Grenoble, qui a donc souvent été d'ailleurs précurseur dans le volet social de sa politique, plus particulièrement d'ailleurs en matière d'écologie. Cette fois, c'est dans ce qui concerne les sans-abri qu'elle innove. Espérons d'ailleurs au passage qu'elle fasse des émules. Il y a quelques semaines, Nadir, auditrice auditeur, fin novembre plus précisément, la municipalité a signé des conventions avec des SDF pour leur donner l'autorisation d'occuper des logements laissés vacants. Ces conventions ont valeur de bail. Elles sont donc signées à la fois par la ville de Grenoble et par les futurs locataires, comme n'importe quelle personne qui s'apprête à s'installer dans un logement. Des SDF doivent s'enquérir d'une assurance et faire figurer leur nom sur les contrats d'eau et d'électricité. Voilà. À ce jour, 2 conventions de ce type ont été signées à Grenoble. D'autres signatures devraient suivre, étant donné que le système fonctionne bien. Et certains squats, d'ailleurs, pourraient même devenir légaux. Il s'agit donc de maisons vides qui doivent être démolies sous peu, des logements qui ont donc été préemptés par la municipalité dans le cadre du projet immobilier. L'occupation en question est donc temporaire, mais elle pourra durer plusieurs années tant que les travaux n'auront pas débuté. Chaque année, la convention pourra donc être renouvelée. Une magnifique initiative que je souhaitais mettre à l'honneur aujourd'hui, saluer avec vous et invitant donc les autres villes à en faire de même, y compris d'ailleurs à Paris où il y a énormément de logements vides, Nadir. À Paris, c'est incroyable le nombre de logements qui sont vides, inoccupés. Alors, je ne sais pas exactement le chiffre pour les logements inoccupés sur Paris, mais je sais qu'en France, il y a 140 000 personnes qui sont à la rue. Donc on dit des SDF, j'aime pas trop ce terme-là, mais moi je dirais des femmes et des hommes qui sont à la rue. Donc c'est vrai que sur Paris, je sais qu'il y a énormément de logements vacants, que ça soit des bâtiments publics, des bâtiments privés ou qui appartiennent à des banques, des assurances, des écoles. Je sais qu'il y a de quoi subvenir à tous ces femmes et ces hommes qui sont à la rue sur Paris. Alors pour la France, je pense qu'il y a largement la capacité de mettre tout le monde sous un toit. C'est toujours pareil, je pense qu'il n'y a pas de volonté politique parce que ces femmes et ces hommes qui sont à la rue ne sont représentés par personne, mis à part ces associations qui leur viennent en aide régulièrement pour leur donner à manger et des vêtements. Donc c'est une frange de la population qui sont pas défendus. Donc quand on voit un petit peu le nombre de mètres carrés de disponibles rien que sur Paris, je pense que ça pourrait aider les 140 000 personnes qui sont à la rue en France. Rien que sur Paris, au niveau des mètres carrés. Ouais. Voilà. Pour ça que l'initiative est très intéressante et à saluer, en tout cas. Éric Piolle, de Grenoble, maire écolo, je crois qu'il est Europe Écologie Les Verts. C'est le seul maire écolo d'ailleurs de France, je crois. Je l'ai entendu sur plusieurs médias. Il a l'air très sympathique dans ses propos. Ses intentions sont louables. Après, moi personnellement, je suis pas politisé, donc moi ce qui m'intéresse, c'est les individus. C'est vrai que les habitants de Grenoble ont quand même donné en matière de maire corrompu. Avec Alain Carignon, vous vous souvenez de cette affaire? Ah oui, dans les années 80, je pense que... Donc là, ils ont su se doter d'un maire, pour le coup, qui œuvre, qui innove, et propose des choses nouvelles et pas inintéressantes, en tout cas. Je pense que beaucoup devraient s'en inspirer. Alors, pour revenir sur Colombes, Najette souhaite intervenir. Bonsoir Najette, vous nous appelez de Colombes? Oui, monsieur. Oui, madame. Bienvenue à vous, Najette. Alors, on vous écoute. Écoutez, moi, je vous appelle pour soutenir les dames qui ont appelé tout à l'heure. Ouais. Parce que ce magasin, c'est le moins cher. Et quand bien même s'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cochon, on peut l'acheter ailleurs. C'est pas un problème, ça. C'est pas ça c'est pas l'alcool, ni le cochon qui va nourrir les pauvres gens. C'est pas des besoins qui n'ont pas à manger. Ça, c'est sûr, ouais. Mais ce qui compte, c'est qu'ils font moins cher. C'est ça le plus important. Là, elle est en train de créer un Lidl en face. Alors qu'elle laisse les gens choisir, ou bien ils vont chez ce magasin, ou ils vont chez Lidl. Elle est en train de faire le Lidl juste en face. Donc elle les laisse choisir, comme ça, celui qui veut l'alcool, il va chez Lidl. Celui qui veut moins cher, il va dans ce magasin.
Merci Najette. Elle promet aux gens des logements, elle n'en jamais eu. Elle s'est moquée du monde. Elle prenait des gens, elle saluait des gens, elle accrochait les gens pour. C'est la plupart des gens, si elle est élue, c'est grâce aux Noirs et enfin mieux. Qu'est-ce que je veux dire? Aux Noirs et aux Arabes. Je veux dire, c'est des Français qui ne le sentent pas vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. On est de nationalité française, mais en fin de compte, on n'a pas la place d'une Française ou d'un Français. Merci Najette pour votre avis. Elle est élue par 6 gens. Ouais. Et aujourd'hui, elle les regarde de travers. Elle fait que des choses négatives. Bon. C'est grâce à cette population qu'elle a été élue. Hein. Merci Najette. La dernière fois, quand ils ont voulu la jeter, ils l'ont jetée. Ouais. C'est ça qui a gagné. Merci pour votre appel en tout cas et votre témoignage donc sur la ville de Colombes. On sent qu'il y a quand même beaucoup de gens énervés du côté de Colombes, du côté des Colombiennes et des Colombiens aussi. Donc voilà. Ouais, mais c'est souvent comme ça, Christophe, en banlieue. C'est pas propre à Colombes. Hein. Je pense que les maires, là où ils ont tous promis des cadeaux de Noël avant l'heure et qu'aujourd'hui les gens s'aperçoivent qu'en fin de compte ce sont des gens qui sont politisés et qui s'occupent simplement de jeux des citoyens qui bougent. Bah c'est sûr qu'ils seront déçus régulièrement parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui fonctionnent les politiques dans les maires ou dans les villes dites populaires. François Gabde, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais voulu faire une intervention, s'il vous plaît. Oui, quel est votre prénom, cher monsieur? Vous êtes en direct. Oui, bonjour, Bachir, mon prénom. Bachir, vous nous appelez d'où, cher Bachir? Alors, j'appelle d'Épinay-sur-Seine. De Épinay-sur-Seine, on vous écoute dans le 9-3. Alors, moi, je voulais juste faire une intervention un peu sur la ville de Colombes. Oui. Ce qu'on entend, c'est que, voilà, c'est toujours pareil, hein. On est là, on met en avant, on vote pour des candidats qui nous manipulent. Sauf que voilà, ça existe depuis la nuit des temps, c'est toujours été comme ça, que la ville de Colombes s'organise, qui présente des candidats, qui défendent des valeurs républicaines, mais qui défendent aussi une sociologie de leur territoire. Donc voilà, il faut prendre son destin en main. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Et autre chose, pour Macron, la reconnaissance de la Palestine, cette question, elle est... tout le monde sait que Macron... voilà, il y avait les intérêts de la Palestine, je pense pas que ce soit sa priorité. Il défend d'autres valeurs. Donc c'est une question pour moi qui n'a pas de sens, qui ne doit pas exister. Parce que voilà, on sait quelle est la politique réelle de M. Macron. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci Bachir. Bon, elle a un sens quand même, parce que même si tant est que je peux me rejoindre dans un certain angle, mais quand même Macron fait un peu les choses différentes des autres présidents que nous avons eu jusqu'alors. Donc on peut éventuellement se poser la question, est-ce qu'il va, comme il le dit d'ailleurs, reconnaître la Palestine au moment opportun, prendre tout le monde par surprise? Est-ce qu'il est prêt à affronter un raz-de-marée? Donc suite à cela, on verra. En tout cas, on a vu ce que ça a donné en tant que candidat lorsqu'il est parti à Alger et qu'il avait parlé de la colonisation. Il avait dû faire marche arrière lorsqu'il est revenu en France, parce qu'il a compris que aujourd'hui il y avait une frange de la population qui avait été blessée par ses propos. On va voir s'il est capable de tenir lorsqu'il y a face à lui, en tout cas, un lobby, face à lui des gens qui vont lui signifier, se faire entendre d'ailleurs, par toutes les manières que ce soit, qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. On va voir s'il va pouvoir tenir sur ses engagements. On verra en tout cas. On attend de voir. C'est pour ça que la question est... Alors je suis pas d'accord avec vous, elle est légitime cette question. On peut se demander. Pour vous, non, mais bon, voilà. Merci Bachir en tout cas pour votre appel. Mais Christophe, pardon. Je vous respecte beaucoup. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous faites de la radio. Vos questions, elles sont... voilà, je vais vous poser un problème. Et donc, pour faire vivre la radio, vous attendez les réponses des uns et des autres. Que la France sorte de l'OTAN, qu'elle reprenne sa place dans ce monde, d'une grande France, avec ses valeurs. Depuis, il n'y a pas un président qui a fait ça depuis De Gaulle. La question, elle est là. La question, elle est là, Christophe. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais après, bon, Chirac... de l'OTAN. À partir de là, cette question, elle sera complètement légitime. Voilà, c'est pas vous que je vise, Christophe. C'est, voilà, je replace ce débat dans quelque chose qui est primordial. Que les gens le sachent. Que la France sorte de l'OTAN. C'est pas pour débat, hein, Bachir. Moi, si je peux me permettre, la question elle reste quand même légitime et intéressante parce que ça crée le débat en France. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs communautés qui sont concernées par le conflit en Palestine. Donc automatiquement, on peut poser cette question parce que des gens attendent des réponses. Après que la réponse soit pas une réponse positive ou négative, ça on va dire encore c'est secondaire. Mais la question elle est intéressante parce que ça suscite le débat à travers les communautés. Mais c'est une moyen quelque part de mettre la pression. On est quand même un média, on est écouté par toutes les franges de la population. Je vise pas le média. Non, mais j'ai bien compris, Bachir.
Oui, la question a suscité le débat. Mais on en est au stade où à un moment donné, il faut vite changer les choses. Parce que attendez, Bachir. Ça traîne et ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et le peuple souffre. Et où est-ce qu'on va à ce rythme-là? S'il n'y a pas de grandes décisions fortes. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Décision forte et courageuse. Merci beaucoup, en tout cas, Bachir, et bonne soirée à vous, en tout cas. Merci de votre appel. Bon courage. Avec la force et le courage, comme disait Kerry James, dans son texte, justement, sur la Palestine. Bien sûr, vous êtes avec nous sur France Maghreb 2. On va passer maintenant, si vous voulez bien, au coup de cœur de notre ami Nadir Kaya, qui va revenir sur un événement qui s'est déroulé le week-end dernier. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors c'était où? C'était quoi? Dis-nous tout, Nadir. Alors c'est un événement qui s'est passé samedi dernier, donc le 23 décembre, à Paris, dans le 20e arrondissement, dans un petit gymnase que nous a prêté. C'était un événement interassociatif avec différentes associations. Et cet événement, il s'est appelé, on l'a appelé L-Day, L pour les femmes, et Day, donc le jour des femmes. Et c'est un regroupement d'un collectif féminin d'associations. Qui s'est donné comme mission de redonner de la dignité et de la féminité à des femmes qui vivent dans la précarité. Donc c'est souvent des femmes qui sont à la rue, qu'on rencontre lors des maraudes, ou alors des femmes qui sont isolées ou souvent à la charge avec des enfants et qui sont démunies, qui n'ont pas de salaire et qui ont des très petits revenus. Donc à partir de ça, différentes associations comme Baytouna, Human United, Solidarité 92, Humanity, Banlieue Plus et d'autres se sont réunis et ont voulu donner une journée en faveur de ces femmes. Et donc à partir de là, il y a différents ateliers qui ont été créés, un atelier bien-être, détente, soins personnalisés, coupe de cheveux, des cadeaux, un super buffet aussi qui a été mis en place. Donc ces femmes, ils étaient entre 50 et 60 à venir toute la journée. Donc elles ont pu prendre des bains, des douches, se laver, recevoir des soins personnalisés. On a eu des esthéticiennes, des coiffeuses qui sont venues, donc ils se sont occupés d'elles. Donc c'était vraiment une journée assez sympathique à travers ces associations qui ont permis cette journée et donc d'aider ces femmes qui sont souvent délaissées, qui sont souvent à la rue et qui n'ont peut-être pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'entretenir comme certaines personnes le peuvent aujourd'hui. Donc voilà, ça s'est passé le 23. J'en parle maintenant parce que j'étais pas la semaine dernière. Donc c'est un vrai coup de cœur pour cette association et c'est pour rappeler que les citoyens, quand ils sont capables de s'unir à travers des projets humains comme ça, ça fait chaud au cœur, notamment pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens de s'occuper d'eux. Voilà. Petite info en bref, merci Nadir. Avant de passer à Libertad, en France, face au chômage, le gouvernement envisage de durcir les sanctions pour les demandeurs d'emploi. D'après une note confidentielle dévoilée par le Canard enchaîné, les allocations seraient visées. Une recherche insuffisante, un refus de formation, un refus de 2 offres d'emploi jugées raisonnables entraînerait une réduction de moitié pendant 2 mois. En cas de récidive, les allocations seraient supprimées pour une durée de 2 mois supplémentaires, voire définitivement supprimées. Voilà un petit peu sur quoi le gouvernement travaille pour la rentrée 2018. Mon cher ami Nadir, ça donne envie? Non. Ça donne envie de continuer à se battre, tout simplement. Si c'est avéré que c'est un projet qui voit le jour demain, je pense qu'il faudra se battre. Malheureusement, les gens, comme je te disais, sont dans une situation aujourd'hui où beaucoup ne pensent qu'à eux et à leurs problèmes, ce que je peux comprendre. Le système social ne va pas en France, il faut l'avouer quand même. C'est sûr qu'il a du plomb dans les ailes, mais s'il veut fonctionner ou s'il veut se renouveler, ça passe aussi par l'exemplarité de nos représentants, notamment nos politiques et nos élites, donc qui commencent par eux-mêmes à faire le ménage et à partir de là qui s'attaquent éventuellement à ceux d'en bas qui seraient pas en adéquation avec nos droits et nos devoirs, mais qui commencent par eux. Dans un instant, nous ne savons pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, mais vous allez pouvoir en tout cas nous appeler dans le cadre de Libertad en toute liberté, donc au 01 40 33 9000. Je décrocherai le téléphone en direct et sans filtrage. Allez messieurs dames, bienvenue à vous sur votre radio France Maghreb 2, c'est parti pour Libertad. 01 40 33 9000, vous allez pouvoir nous appeler maintenant en toute liberté, vous avez un truc à dire, vous voulez vous faire entendre, vous voulez vous exprimer sur un des sujets qui a été abordé dans l'émission, un coup de gueule, un coup de cœur, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. En nous appelant maintenant, on est d'ailleurs une des seules radios à vous offrir cette possibilité, cette opportunité de pouvoir appeler en toute liberté ici à la radio au 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, de Dijon, de Clermont, de Metz, de Reims, d'Orléans, de Paris, d'Amiens, du Havre et de partout ailleurs en France.
France grâce à l'application France Maghreb 2, bien sûr, que je vous invite aussi à télécharger, si vous partez en vacances, ça peut toujours servir, sur internet, www.francemaghreb2.fr. Et pour ceux qui nous appellent aussi de l'étranger, 0033 1 40 33 9000 pour nous appeler maintenant sur France Maghreb 2 pour Libertad. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, Atika Bonsoir. d'Orléans. Bonsoir Atika. J'aurais une petite remarque à faire. Je suis tombée il y a quelques jours sur un article du Premier ministre israélien de 1969 Oui. qui disait que, en fait, quand la mosquée d'Al-Aqsa a été brûlée, il n'a pas dormi de la nuit en pensant que les musulmans allaient déferler de partout. Sauf que le matin, il s'est aperçu qu'il ne s'est rien passé et qu'au final, il a jugé que notre communauté dormait et qu'ils avaient libre cours sur tout ce qu'ils pouvaient faire sur la suite. Ce qui explique aujourd'hui ce qui se passe. Et deuxième chose, pour la question concernant Emmanuel Macron, moi, ma question serait-il, est-ce qu'il ne chercherait pas la place de négociateur de paix entre Israël et les Palestiniens dans la mesure où Donald Trump s'est fait discréditer? Tout à fait, il se replace. Peut-être, ma chère Alika. Je pense que ça serait plus la question plus que de la reconnaissance de l'État d'Israël, de Palestine, pardon. Merci beaucoup Atika d'Orléans. Bonne journée, au revoir. 102.6 la fréquence pour nous écouter là-bas à Orléans. On vous salue vous les Orléanais. Ah, c'est chez moi là-bas. La Source, chez moi. La cité de la Source aussi. La cité de la Source, absolument. Centre-ville. Montargis et compagnie quoi. Le Loiret, 01 40 33 9000 pour nous appeler. Libertad, 01 40 33 9000. Libertad, c'est tous les jours, en fin d'émission, la possibilité pour vous de vous exprimer, de donner votre avis, réagir à l'émission, coup de gueule, coup de cœur, bref, ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas à le faire en direct, bien sûr, chaque soir. Aujourd'hui, on sent que les gens sont un peu partis en vacances, là, pour le coup, là. Nadia? Oh ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? La Même France sur la route, c'est super calme là. Ouais, bah ça on va pas s'en plaindre par contre. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir cher monsieur, quel est votre prénom? Rachid. Rachid, qui nous appelle d'où Rachid? Je vous appelle de mon véhicule. Oui, d'accord, mais ça me dit pas dans quel endroit Rachid? Rachid, c'est précis. Quel endroit? Région? Belleville, Paris. Belleville, Paris, très bien Rachid, qu'est-ce qui se passe? C'était pour réagir au propos de la dame qui a parlé du ministre qui était à l'époque en place en Israël quand la mosquée Al-Aqsa a brûlé. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Ah, qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a dit que il avait passé une mauvaise nuit en pensant que les Arabes allaient réagir et pensaient que c'était un complot de la part d'État d'Israël d'avoir brûlé la mosquée. Ouais. Et qu'en se réveillant le matin, vu qu'il ne s'était rien passé, que les Israéliens pouvaient faire ce qu'ils voulaient et que les Arabes n'allaient jamais se réveiller. Oui, c'est grosso modo à peu près la même chose que ce qu'elle a dit la dame, mais bon. Oui, sans employer le terme complot. Oui, bien sûr, voilà. Merci beaucoup Rachid en tout cas d'avoir remis les choses dans leur contexte, c'est important. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée rue de Belleville. Ça roule bien rue de Belleville? Non, de Belleville, pas de rue de Belleville. Ah d'accord, de Belleville, très bien. Dans le quartier en bas quoi. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, salut merci, Rachid, à bientôt. Il y a un bon marché d'ailleurs à Belleville. Ouais. Le mardi, le vendredi, le dimanche je crois. Un peu communautaire quand même. Un peu tu trouves? Ouais, multicommunautaire. Tu veux dire qu'il y a trop d'arabes et de noirs? C'est ça Nadir? Non, multicommunautaire. Ouais. C'est ce qui fait le savoir-vivre et le faire vivre là-bas. Oui. Ah ouais. Bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir cher monsieur, quel est votre prénom? C'est Moustapha de Paris. Salut Moustapha de Paris, sois le bienvenu, on t'écoute. Ouais, bien. Non, c'est juste pour dire, pour la Palestine, à chaque fois vous parlez de la reconnaissance de la Palestine, de l'État palestinien, la Palestine n'a que existé, ça fait 2000 ans. Et donc, le fait de dire ça, c'est un peu reconnaître que l'État d'Israël existe, voilà. Donc c'était juste pour vous dire que pour moi, l'État palestinien existe et qu'elle est occupée, et que c'est des colons européens juifs qui occupent la Palestine, c'est pas les Israéliens, voilà. Ouais, voilà. Enfin c'est les sionistes pour être très précis. Ouais, les sionistes, voilà, exactement. Faut pas se tromper de terme parce que après c'est très important. Merci beaucoup Moustapha pour votre avis, voilà, sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000 Libertad. Qu'est-ce qu'il y a Medjet? Tu te cherches à faire du café hein? Ouais, ça y est c'est fait. Ouais, ça y est c'est fait, il est bon? Bof. D'accord. Moi j'ai pris un thé tout à l'heure que m'a fait Nadir, il est très très bon. Nadir c'est un champion du thé. France Maghreb 2, bonsoir. Bonjour Christophe. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Quel est votre prénom, madame? C'est Samira. J'ai l'habitude de vous écouter, bonjour, mais là Samira. j'ai pas du tout suivi l'émission. Oui, Samira. Mais j'étais dans ma voiture, voilà, au moment où il fallait intervenir. Donc, alors j'interviens toujours sur la Palestine et puis par rapport à la jeune adolescente Ahed Tamimi, oui.
qui a été arrêté. Je suis juste, voilà, je suis dégoûtée. Je suis choquée. Pour avoir giflé un soldat, rappelons-le, hein. C'est ça. Comment ? Pour avoir giflé un soldat. Oui, Elle est en prison dans la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Magnifique. Voilà, et ça donne envie. Je suis dégoûtée parce que je me dis, nos dirigeants, personne n'en parle. Ouais, voilà, c'est clair. C'est silence radio, quoi. Et voilà, c'est bouleversant parce que nous, à notre niveau, voilà, on est complètement diminué, quoi, en tant qu'individu, en tant que voilà, à part signer la pétition qui est sur internet. Allez-y, signez-la, c'est important. 170 000 signatures. Et puis quoi d'autre, manifester, peut-être un rassemblement, je sais pas, dans Paris. Je sais pas qu'est-ce que les associations peuvent On prévu de faire, écoutez, pour l'instant, j'ai eu écho d'aucune manifestation organisée. Mais bon, on va suivre ça de près en tout cas. Et merci beaucoup, Samira. Je vous en prie. Et bonne puis, soirée. Bonne fête. Bonne fête, à vous, Samira. à tous vos invités, à tous les auditeurs. Au revoir. Merci. Mon cher Nadir, c'est ainsi que se termine cette émission pour ce mercredi. Je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à l'année prochaine pour le coup. Merci à toi. Bonne fête et meilleurs vœux. Effectivement. Demain, un duo inédit dans le LGF puisque nous aurons avec nous Redouane Moumine et Hicham Terak qui fait son retour après 3 mois d'absence quand même. Hicham Terak qui sera avec nous. Merci d'écouter France Maghreb 2 à Paris. Comme partout ailleurs en France, il est 18h. Bon début de soirée, le Flash. C'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Parents, proches et anonymes se sont rassemblés devant le lycée de la ville de Pont-de-Beauvoisin en Isère pour une marche blanche en mémoire de la petite Maëlys. 4 mois après la disparition de la fillette, les participants, environ 800 personnes, ont défilé derrière une banderole « Pris en otage, vérité pour Maëlys » avant de se diriger lentement vers la salle des fêtes où la fillette, alors âgée de 8 ans, avait été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 26 au 27 août. La famille veut dénoncer la prise d'otage dont sont victimes ses parents en raison du silence du suspect du meurtre de l'enfant. La Corse du Sud et la Haute-Corse sont placés en vigilance orange, vague submersion par Météo France. L'alerte orange au vent violent étant en revanche levée dans l'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. La préfecture de Haute-Corse a publié un communiqué pour inviter les habitants à la prudence, notamment en limitant les déplacements et en évitant les côtes. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, demande des explications aujourd'hui. Elle a écrit aux dirigeants de la SNCF après la succession d'incidents importants et médiatisés survenus ces derniers jours dans les gares parisiennes de Montparnasse, Bercy et Saint-Lazare. Et elle a convoqué le 8 janvier prochain le patron du groupe public et président de la SNCF, Guillaume Pépi, et le président de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, pour qu'ils puissent tirer ensemble le bilan de ces incidents. Un homme a été tué ce matin de plusieurs coups de feu alors qu'il se trouvait dans sa voiture sur une route de campagne près de Dreux. La victime est âgée d'une 30aine d'années. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Le véhicule aurait d'abord été pris à partie par un ou plusieurs occupants d'un autre véhicule de gros cylindrée. Celui-ci a percuté à plusieurs reprises la voiture de la victime avant que les coups de feu ne soient tirés sur le conducteur. Le ou les auteurs ont ensuite pris la fuite. Un mot de sport, rugby, Bernard Laporte officialise l'arrivée de Jacques Brunel à la tête du 15 de France. Il remplace Guy Novès. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.